Bonjour à tous, chers confrères et chers consoeurs, chers membres de l'Académie. Merci de m'inviter une nouvelle fois pour parler des reconstructions urogénitales avec un domaine que j'affectionne particulièrement, les sténoses de l'urètre. Je tiens à souligner également la présence du professeur Bocon-Gibaud dans la salle qui me fait l'honneur d'être là puisque effectivement, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais externe, il m'avait initié à cette discipline et puis après, quand j'étais passé dans le service, il en était déjà parti. Donc, les sténoses de l'urètre, pathologie emblématique de l'urologie, avec plusieurs avancées qui se sont faites, notamment dans ces 20 dernières années. On va essayer de vous les énumérer. Je ne déclare pas de conflit d'intérêt. Effectivement, en reconstruction urogénitale, on a peu de conflits d'intérêt. On utilise principalement du tissu humain parce que les tissus synthétiques n'ont jamais prouvé de bonnes efficacités dans ce type de chirurgie. Au niveau de l'anatomie, c'est important de faire un rappel parce que dans la littérature, il y a pas mal de confusion. Donc, à l'heure actuelle, les termes sont clairs. L'urètre antérieur, c'est toute la portion d'urètre qui est entourée du corps spongieux. Elle est composée donc de trois parties, l'urètre bulbaire, l'urètre pénien et le méa. Et l'urètre postérieur, c'est la zone qui est située au-dessus. Elle est composée de l'urètre membraneux, l'urètre prostatique et du col vésical. C'est important de faire cette différence d'emblée parce qu'au niveau de l'urètre postérieur, bien évidemment, on a les systèmes sphinctériens et donc les chirurgies qui vont s'y attaquer vont potentiellement altérer la continence, ou en tout cas, il va falloir en discuter avec les patients. Au niveau des étiologies de l'urètre antérieur, pas grand-chose. La plupart sont de cause idiopathique pour le moment. On les a pas vraiment identifiées. En deuxième position, on a les causes iatrogènes. Et c'est vrai qu'il faut confesser que tout urologue a très probablement déjà été responsable d'une sténose de l'urètre, que ce soit par une fausse route réalisée sur un sondage difficile, que ce soit par des endoscopies répétées. Mais effectivement, les causes iatrogènes et l'endourologie est responsable d'un certain nombre de sténoses de l'urètre. Les causes traumatiques, elles, ont plutôt diminué. Les traumatismes de l'urètre antérieur, c'est surtout les chutes à califourchon qui peuvent en être responsables. Et puis, les causes inflammatoires sont en augmentation. Dans les causes inflammatoires, on classait classiquement les causes infectieuses, avec les infections par gonocoque et MST, qui, elles, ont drastiquement diminué. Mais par contre, ce qui est en augmentation, c'est le lichen, avec le lichen scléreux, avec une augmentation importante de lichen scléreux dans la population. Au niveau de l'urètre antérieur, les localisations les plus fréquentes, c'est au niveau bulbaire. Et puis après, on a la zone pénienne et le méa. En ce qui concerne l'urètre postérieur, c'est plus simple. On a principalement les causes traumatiques avec les traumatismes sévères associés aux fractures du bassin et les causes iatrogènes, tout ce qui a trait au traitement de la prostate, à savoir post-traitement d'hypertrophie bénigne de prostate ou alors post-traitement du cancer de la prostate. Je n'ai pas mis les cas rares de malformations pédiatriques comme les valves ou autres qui sont vraiment des cas exceptionnels. En ce qui concerne le diagnostic et l'évaluation, bon, pas grand-chose. Les signes cliniques, rien de très spécifique. C'est des signes d'obstruction du bas appareil urinaire avec une dysurie. Peut-être qu'il est important de ne pas oublier de questionner le patient sur sa fonction sexuelle et notamment sa fonction éjaculatoire, car contrairement au syndrome obstructif de l'HBP, la fonction éjaculatoire est beaucoup plus altérée en cas de sténose de l'urètre. En ce qui concerne l'examen clinique, un examen clinique des organes génitaux doit toujours être réalisé, notamment à la recherche de lichen. On n'a pas de questionnaire spécifique, donc on n'a pas de questionnaire PROM spécifique à l'heure actuelle, bien qu'il y ait des questionnaires validés en langue anglaise qui sont utilisés. Et bien sûr, on utilise la débimétrie et le résidu post-mictionnel pour évaluer la sévérité des symptômes. En ce qui concerne le bilan, on doit faire deux examens dans le bilan. La fibroscopie, elle est importante pour confirmer le diagnostic. En effet, on définit une sténose de l'urètre pour un diamètre qui est inférieur à 16 French, qui est la taille des endoscopes. Par contre, elle n'est pas suffisante pour planifier le traitement d'une sténose de l'urètre parce qu'effectivement, on voit que la partie distale de la sténose. On n'a pas d'idée sur la longueur, sur l'importance du rétrécissement, ni sur l'urètre d'amont. Et donc, ce n'est pas suffisant, une fois qu'on a fait le diagnostic de sténose à fibroscopie, de pouvoir planifier le traitement optimal du patient. Et il faut donc, et là c'est vraiment la grande nouveauté, continuer à faire des UCRM. UCRM, donc urétrocystographie rétrograde et mictionnelle, examen qui a quasiment disparu, mais qui reste quand même le gold standard en urologie pour le dépistage des sténoses de l'urètre. Effectivement, ces dernières années, on est passé de la radio au scanner, mais pas en reconstruction urétrale où vraiment l'UCRM reste le gold standard et ça reste le gold standard notamment parce que c'est un examen dynamique.
Donc, il faut savoir parfois rappeler, il faut savoir savoir les lire correctement. Et effectivement, donc, il y a deux phases pour cet examen. Une première phase, donc c'est la phase rétrograde. On va pouvoir bilanter tout l'urètre distal, donc tout l'urètre qui est distal par rapport à la sténose. Et puis une phase permictionnelle où on va pouvoir bilanter l'urètre d'amont. Il va falloir lire aussi, savoir lire et interpréter ces UCRM, parce que c'est vrai que les radiologues, quand ils ont encore leur protocole de réalisation des UCRM, ils ont quand même perdu assez régulièrement les modalités d'interprétation. Et donc sur l'UCRM, on peut effectivement savoir si on est plus sur l'urètre antérieur ou sur l'urètre postérieur. Notamment ici, on voit bien l'empreinte sphinctérienne. Donc cette sténose, elle est au niveau de l'urètre bulbaire. Pareil, ici, on a une sténose qui est au niveau de l'urètre bulbaire ou pénobulbaire. Lire l'UCRM, ça veut dire aussi connaître les limites. C'est des clichés qui sont réalisés en trois quarts. Et donc, au niveau de l'urètre bulbaire, eh ben, on a une superposition de l'obliquité de l'urètre bulbaire. Et donc, l'image qu'on va avoir sur l'UCRM, c'est une image qui est minimisée par rapport à la taille réelle de la sténose. On estime en moyenne qu'il faut majorer les tailles de sténose mesurées sur l'UCRM par 2 pour avoir la sténose réelle, ce qui n'est pas le cas au niveau de l'urètre pénien. Par contre, sur l'urètre pénien, il est important de bien tirer sur le pénis parce que c'est un organe qui est élastique pour avoir la longueur réelle de la sténose au niveau de l'urètre pénien. Et puis, il y a des situations qui sont plus compliquées, où on doit user de certains artifices pour faire la phase rétrograde, notamment chez ces patients-là. Donc, on peut mettre des petits cathlons pour injecter le produit de contraste, ou alors passer à des techniques encore plus ancestrales, qui sont notamment l'UIV ou la ponction suspubienne, où on va injecter du produit et demander au patient d'uriner pour pouvoir obtenir une bonne image et évaluer correctement la longueur de la sténose. Dans les situations où on n'arrive pas à avoir de phase mictionnelle, notamment parce que le col vésical reste fermé, à ce moment-là, on peut envisager des explorations au bloc opératoire, éventuellement en consultation sous anesthésie locale avec le passage de fibroscope par le pénis, mais également par une cystostomie suspubienne si le patient a eu au préalable un cathéter suspubien. Dans les nouveautés d'imagerie, donc je disais pas grand-chose. Il y a eu le développement un peu de l'échographie. L'échographie, c'était intéressant au niveau de l'urètre antérieur, notamment pour voir s'il y a une spongiofibrose. Donc, est-ce que le tissu spongieux autour de la sténose est fibrosé? Ça peut rester utile au niveau du méa et de l'urètre pénien. C'est un peu moins bien au niveau de l'urètre bulbaire. Et puis, on a le développement de l'IRM. L'IRM et bien pour l'urètre postérieur notamment, avec des images d'IRM qui sont pas mal si on sait les optimiser correctement. Donc ça, c'est une IRM qui est réalisée en T2 avec la vessie qui est remplie, le patient qui a été mis sous traitement par alpha-bloquant pour que le col vésical soit rempli. Et puis, on a injecté de façon concomitante du gel de xylocaïne qui est bien, qui a un signal, qui a un hypersignal intense en IRM, et donc ça permet d'avoir quand même de belles images, mais je le redis, ce n'est pas des images qui sont dynamiques, et donc c'est une des limites de ce type d'examen. Il y a quelques avancées sur le scanner dynamique, là, mais qui ne sont pas du tout utilisées en pratique clinique à l'heure actuelle. Maintenant, on va passer à ce qui nous concerne le plus, donc c'est les traitements de ces sténoses. Donc, le traitement ancestral des sténoses de l'urètre, ça a toujours été la dilatation. On va essayer de déboucher le tuyau. C'est pratiqué depuis la nuit des temps. On retrouve des dilatateurs dans l'histoire de la médecine égyptienne. On sait que Épicure, le philosophe, avait très probablement été atteint aussi de sténose de l'urètre et qu'il y avait des gestes par dilatation ou tentative de dilatation qui ont été réalisés. On a de multiples dilatateurs qui ont été décrits. Dès l'épidémie de gonocoque au XVe siècle, on s'est mis à essayer de dilater tous les patients avec tous les types d'instruments qu'on trouvait. Mais malheureusement, ce traitement est peu efficace en tout cas, et on peut se questionner par rapport à sa légitimité. Le principe, il est assez incertain quand même de ce geste. L'objectif, qu'est-ce que c'est finalement? Ça va être essayer d'élargir la sténose sans la traumatiser davantage et en espérant que la zone qu'on aura élargie soit recolonisée par du tissu urothélial sain, ce qui est rarement le cas. Par contre, ce traitement, il est resté populaire et encore largement irréalisé à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que d'une part, il est simple, il est très simple de réalisation et il donne l'illusion d'une efficacité. Je dis illusion d'efficacité parce qu'effectivement, si on fait une dilatation, le taux de succès à un jour, il est quasiment de 100%.
Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. C'est est-ce qu'on propose un traitement palliatif au patient qui va durer quelques jours, quelques semaines, ce qui est, à mon sens, ce que fait les autodilatations, ou est-ce qu'on va essayer de faire un traitement curateur pour cette pathologie? Et donc, effectivement, ça donne une illusion d'efficacité et c'est problématique dans la littérature parce que dès que les suivis sont courts, les taux de succès sont très élevés pour les traitements endoscopiques. Mais quand on analyse correctement les données, et notamment les données à long terme, c'est-à-dire au moins 2 ans, 2 ou 3 ans, à ce moment-là, on voit que le taux de succès est assez faible. Il est faible et il est évalué à environ 30%. Donc, traitement endoscopique, 30% de succès, ce qui est assez rare d'avoir des taux de succès aussi faibles en chirurgie. On propose rarement des chirurgies avec des taux de succès aussi faibles. Et on sait qu'il y a des facteurs de risque de succès amoindris, notamment si la sténose est longue, si la sténose fait plus de 2 centimètres, à ce moment-là, les traitements endoscopiques sont très peu efficaces. Si la sténose est très serrée et a fortiori, si on a une oblitération complète, à ce moment-là, le taux d'échec est très élevé. Et l'efficacité de traitement endoscopique dépend aussi de la localisation de la sténose. Ça marche très mal sur l'urètre pénien, par exemple. On a des taux, alors tout n'est pas jeté à la poubelle quand même. Si on a une sténose de moins de 2 centimètres au niveau de l'urètre bulbaire, à ce moment-là, quand on fait une urétrotomie ou une dilatation, on a des taux de succès plus élevés, aux alentours de 60%. Donc ça, c'est ce qui existe dans les recommandations à l'heure actuelle. Si on a une sténose de l'urètre antérieur, on peut proposer des traitements endo-urétro. Si elle est localisée au niveau du méa, à ce moment-là, on peut tenter une dilatation et si on a un échec, il faut penser à la reconstruction de l'urètre. Au niveau de l'urètre pénien, pas de dilatation car l'efficacité est très mauvaise. Et au niveau de l'urètre bulbaire, si la sténose est inférieure à 2 centimètres, à ce moment-là, on peut proposer un traitement endoscopique. Au niveau de l'urètre postérieur, les choses sont un peu moins cadrées, mais globalement, quelle que soit la localisation de la sténose au niveau de l'urètre postérieur, on ne fait pas plus de 2 tentatives de traitement endoscopique avant d'envisager une reconstruction urétrale. Pourquoi on n'insiste pas sur les traitements endoscopiques? Parce que plus on en fait, moins ça marche, et ça a été publié il y a bien longtemps. Moins ça marche, mais en fait, est-ce qu'on est délétère pour le patient? Et très probablement oui, parce qu'en fait, à force de traumatiser, la zone sténosée, on va provoquer des phénomènes cicatriciels de plus en plus importants et provoquer un allongement de la sténose et une complexification de celle-ci. En effet, ça, c'est un cas qui a initialement eu une bonne UCRM d'évaluation sur une sténose peu serrée au niveau de l'urètre bulbaire qui aurait bien répondu à un traitement par urétroplastie. Et une dizaine d'années plus tard, alors que le patient a eu que des dilatations, la pose de stent et ainsi de suite, on a une sténose qui est beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire que déjà, il y a une disparition complète de la lumière urétrale dans certaines zones et la sténose est remontée jusqu'au niveau de l'urètre membraneux. Et donc, les reconstructions, comme je l'ai dit préalablement, si ça touche l'urètre membraneux, il y a un risque sur la continence urinaire. Donc, il ne faut pas insister sur les traitements endoscopiques en cas d'échec, mais proposer plus rapidement une reconstruction urétrale. On a tout essayé en dilatation, donc il ne faut pas trop en faire. Il n'y a aucun traitement qui a montré une supériorité l'un par rapport à l'autre. Donc, on peut faire à la lame froide, on peut faire au laser, on peut faire des dilatations, on peut utiliser un certain nombre d'instruments pour faire cette urétrotomie, mais aucune technique est plus efficace que l'autre. La taille de la sonde aussi, le classique, met une sonde de Charrière 20 et puis laisse-la pendant 3 semaines, ça ne récidivera pas. Ça, on sait aussi que c'est faux. Il n'y a pas d'intérêt à mettre des grosses tailles de sonde après une urétrotomie. Ça n'améliore pas le résultat et la durée du sondage, ça n'améliore pas non plus le résultat. Donc, pas d'intérêt à laisser une sonde urinaire après une urétrotomie plus de 72 heures, sauf situation particulière où il y aurait une urétroragie massive ou autre. Faire des autodilatations après l'urétrotomie n'est pas efficace non plus. Ça a bien été montré. Voilà, vraiment, la dilatation, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un traitement palliatif qui laisse l'urètre pathologique, mais qui ne permet pas de guérir de la sténose. Et puis, il ne faut pas oublier les complications liées à ces autodilatations et traitements endoscopiques qui sont fréquentes, supérieures à 50%, qui sont parfois mal vécues aussi par les patients. Quand ils doivent faire des autodilatations à la maison, c'est responsable de douleurs, de saignements. Ça altère également la sphère génitale et sexuelle. Et puis, comme on l'a vu préalablement, ça aggrave la sténose.
Pourtant, on a encore voilà, ces patients qui arrivent en consultation, qui ont eu voilà, 8 urétrotomies sans consultation pour des dilatations. Et ça existe encore. Se pose également la question, hein, parce qu'on dit, oui, c'est le premier traitement qui doit être fait, c'est simple, c'est facile, parfois ça peut être fait en local. Voilà, mais la réalité, c'est que je suis pas, au niveau médico-économique, je pense qu'une urétroplastie coûte moins cher que 8 urétrotomies sans consultation chez l'urologue pour ne pas guérir de la maladie. Et donc, il va falloir à un moment remplacer le tuyau plutôt que le déboucher. Alors, je ne suis pas plombier, mais je pense que c'est quand même assez imagé. Les nouveautés en traitement endoscopique, parce qu'il y en a toujours. Actuellement, c'est ce qu'on appelle la dilatation au ballon. Donc, on a la société Optilume qui a commercialisé son dispositif. Alors, c'est un ballon de dilatation pour la sténose. Je pense que la dilatation au ballon, c'est une bonne idée parce que ça traumatise moins finalement que les urétrotomies où parfois les lames, comme elles ne sont jamais changées, la lame ne coupe pas et donc on se retrouve plus à faire une dilatation traumatique. Là, au moins, c'est plus précis pour faire une dilatation de la sténose. L'autre intérêt, c'est que ces ballons sont imbibés de Placitaxel, qui est un médicament antiprolifératif qui limiterait en tout cas la réapparition de la sténose. Ils ont des taux un peu supérieurs, plus aux alentours de 60-70% d'efficacité. Voilà, il faut quand même se donner un peu de temps avant de confirmer les choses. Pour l'instant, ils ont une indication simplement sur les sténoses de l'urètre bulbaire et on voit déjà qu'en pratique clinique, c'est utilisé sur tout type de sténose. Donc, voilà, c'est probablement une avancée, mais faut l'utiliser dans les bonnes indications. Parce que je rappelle que la dilatation avec un ballonnet, c'est pas récent, hein, ça avait déjà été introduit en 1822 par Ducamp, où lui aussi il a eu l'idée de mettre au bout d'une sonde. Alors à l'époque, hein, c'était de l'intestin pour dilater au niveau de la sténose. Donc, Optilume peut-être, mais je ne pense pas que de toute façon, ça va traiter toutes les sténoses. Donc, vous l'avez bien compris, on va passer maintenant au traitement curatif des sténoses de l'urètre, c'est la chirurgie reconstructrice. Et donc là, depuis une vingtaine d'années, et puis surtout là, depuis 2020, c'est clair, il y a un changement de scénario sur la prise en charge des sténoses de l'urètre. Tout le monde s'accorde à dire cela. Et les techniques se sont aussi... il y a eu beaucoup de techniques décrites et les techniques se sont précisées pour savoir quelle chirurgie pour quel type de patient. Il y a eu des recommandations aussi. Donc, il y a eu les recommandations de l'EAU publiées en 2021. Ils ont fait une réactualisation en 2024. De même, il y a eu les publications de l'AUA, donc Association américaine d'urologie. Et puis, nous, on a fait également les nôtres, hein, qui sont sorties en même temps que celles de l'EAU. Donc, les recommandations françaises sur la prise en charge des sténoses de l'urètre. Cette année, il y a également le rapport de l'AFU qui est sur cette thématique-là. Donc voilà, les centres se sont mis à dire que effectivement le traitement d'une sténose de l'urètre, c'était la chirurgie ouverte. Pourquoi? Principalement parce que les taux de succès sont beaucoup plus élevés que les taux de succès des dilatations. Les taux de succès à long terme des urétroplasties sont de 70 à 95% en fonction du type de sténose. Il y a des prérequis avant de faire une urétroplastie. Le premier prérequis, c'est aussi un concept assez nouveau, c'est le repos urétral. C'est-à-dire que pour que le phénomène de sténose soit complet, il faut qu'il n'y ait eu aucune manipulation intra-urétrale pendant une période de 2 mois avant de pouvoir l'évaluer et de pouvoir l'opérer. C'est-à-dire qu'un patient qui a une sonde, il faut lui retirer la sonde et éventuellement mettre un catéter suspubien, mais il faut se laisser une période de 2 mois sans geste endo-urétral pour que vraiment le phénomène cicatriciel soit presque terminé et qu'on puisse bien repérer la zone pathologique lors de la chirurgie. Le choix de l'urétroplastie, ça va dépendre de différents critères. À l'heure actuelle, on a 3 grands critères. Principalement, ça va être la localisation de la sténose, ça va être aussi la longueur de la sténose, et puis ça va être l'aspect de la partie sténosée de l'urètre, savoir s'il y a une lumière résiduelle, savoir si la muqueuse résiduelle est altérée par du lichen ou par du matériel prothétique, savoir s'il y a une spongiofibrose, voir un petit peu le tissu, si on enterre un radique pour l'urètre postérieur ou autre. Donc ça, c'est des choses qui vont être prises en compte pour décider de la chirurgie à réaliser.
Donc là, on va parler des reconstructions de l'urètre antérieur avec les différentes techniques qui sont utilisables. Donc globalement, il y a 5 grandes techniques de famille. Il y a la technique classique d'excision-anastomose. Donc excision-anastomose avec transsection ou sans transsection, on va voir un petit peu la subtilité. Il y a les techniques d'élargissement de l'urètre avec des greffes libres. Il y a les techniques mixtes qui associent les deux premières que j'ai mentionnées. Après, il y a les techniques, on va dire, plus historiques qui va être de remplacement en 2 temps ou d'urétroplastie en étapes. Et puis, il ne faut jamais oublier les stomies urétrales qui rendent également de grands services aux patients. En ce qui concerne les techniques d'excision-anastomose, là, on doit forcément mentionner Félix Guyon à une session de l'Académie avec l'AFU, parce qu'effectivement, lui, il avait présenté avec 2 autres chirurgiens au congrès de chirurgie française cette technique-là en 1892, avant même que la Société d'urologie ne naisse. Il avait présenté donc, la technique d'urétrographie termino-terminale pour des sténoses au niveau de l'urètre bulbaire. À l'heure actuelle, cette technique reste toujours un standard de traitement, même si maintenant on essaye de ne plus faire de transsection du corps spongieux. C'est très efficace pour les sténoses au niveau de l'urètre bulbaire, quand la muqueuse urétrale est utilisable ou pas. On la limite sur les sténoses péniennes parce que bien évidemment, ça peut être responsable d'une courbure de verge en post-opératoire. À l'heure actuelle, ce qui est plus conventionnel, c'est de faire la même technique d'excision-anastomose, mais au lieu de retirer toutes les épaisseurs de l'urètre, on va essayer de retirer que la muqueuse urétrale en conservant le corps spongieux. Pourquoi? Parce que l'urètre et le corps spongieux a une vascularisation qui est terminale, et donc on va essayer de conserver les artères bulbaires et les artères urétrales, ce qui va limiter le taux de dysfonction érectile post-opératoire et va améliorer et limiter également l'ischémie de la zone d'urétroplastie. Et donc, c'est cette technique qui se sont développées. Donc, le premier, enfin, il y a toujours une petite discordance là, de 4 ans entre les 2 auteurs, soit Jordan, soit Andrich et Mundy, c'était l'équipe de Londres, qui ont proposé ce type de technique donc de préservation finalement vasculaire lors des urétroplasties. Et ils ont publié les taux de succès qui sont élevés, similaires aux techniques d'excision-anastomose, avec très probablement effectivement un peu moins de complications sur la sphère sexuelle et génitale. Ensuite, on va passer aux urétroplasties d'élargissement avec greffe libre. Pareil, une grande nouveauté. La première a été réalisée par le professeur Kirill Mikhailovitch, qui était ukrainien en 1902. Et donc, il a réalisé la première urétroplastie avec greffe de muqueuse buccale. C'était une très bonne idée, mais malheureusement, cette idée s'était un peu perdue puisque dans les années 60, on a commencé à faire des urétroplasties uniquement en peau. Et donc, on utilisait très peu la muqueuse buccale, alors que maintenant, c'est vraiment le gold standard. Et donc, pendant une quarantaine d'années, on va dire de 1960 jusqu'au début des années 2000, les urétroplasties étaient plutôt réalisées en peau qu'en muqueuse buccale. Et à l'heure actuelle, on sait que les résultats d'urétroplastie en peau sont moins bons que ceux avec greffe de muqueuse buccale. Et puis, on a appris plusieurs choses. D'une part, parce que la peau est plus sensible au pH acide des urines. On a une liquinification possible aussi au niveau de la peau. Et puis, il y a une certaine période, malheureusement, on faisait également des urétroplasties avec de la peau pileuse. Et donc, ça, on sait qu'il ne faut plus les faire à l'heure actuelle du fait de complications sévères des patients avec des calculs et des infections chroniques. Donc, maintenant, c'est vraiment la muqueuse buccale qui est devenue le tissu de choix pour les reconstructions d'urètre. Ça a été repopularisé notamment par Barbagli, un chirurgien urologue italien au début des années 2000. Donc la muqueuse buccale, effectivement, c'est un très bon tissu pour reconstruire l'urètre pour différentes raisons. C'est un tissu qui est naturellement humide, qui est épais, ça résiste bien aux infections. Il y a un peu de taux de rétraction et il y a un taux élevé de prise. Donc, au niveau de la muqueuse buccale, on peut aller à plusieurs endroits. On peut aller au niveau de la joue, donc c'est ce qu'on appelle les muqueuses jugales, au niveau de la langue aussi. Initialement, on pensait qu'on pouvait prélever au niveau de la lèvre. Techniquement, c'est possible, mais effectivement, les complications sont beaucoup plus élevées avec des déformations du sourire notamment. Voilà, donc les complications au niveau de la greffe de muqueuse jugale ou linguale sont quant à elles bien plus faibles avec des complications inférieures à 5%.
Donc, au niveau de la muqueuse jugale, on prélève ici à la face interne de la joue. On fait attention au canal de sténon. La largeur, c'est quasiment toujours la même. Comme on fait des urettes de 20 charrières, on prend 2,5 cm de largeur en général. Et puis la longueur, ça dépend de la longueur de la sténose, bien évidemment. On peut laisser ouvert ou fermé. Moi, j'ai tendance quand même à fermer toutes les zones opératoires. Je trouve que c'est plus raisonnable. Mais effectivement, certains ORL laissent ouvert ou d'autres chirurgiens urologues peuvent laisser ouvert la zone. En tout cas, ça cicatrise sans grande difficulté. Au niveau lingual, c'est également possible. Le prélèvement est un petit peu moins large, le tissu est un petit peu plus fin, mais c'est faisable. Il faut simplement bien identifier le canal de Wharton. Mais c'est aussi possible. Donc finalement, si on prend les deux joues et puis les deux langues, on a quand même beaucoup de longueur pour reconstruire un urètre. On arrive à peu près à 20 cm de longueur. Donc, en tout cas, on peut faire des urétroplasties en muqueuse buccale, faire des réducs d'urétroplastie en muqueuse buccale. C'est vraiment un tissu qui est adapté à cette reconstruction. Ensuite, une fois qu'on a pris la greffe, on peut la positionner de différentes façons au niveau de l'urètre. Tout a été essayé. Donc, on peut la positionner au niveau dorsal de l'urètre, c'est-à-dire qu'on a libéré tout l'urètre et puis on la positionne ici au niveau dorsal. C'est ce qui est le plus fait à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'en face, on a les corps caverneux qui sont des bons tissus nourriciers. Comme on va fixer la greffe sur un tissu nourricier pour qu'elle soit néovascularisée, et le positionnement dorsal semble le plus adapté. Mais ça a été également proposé en latéral ou en ventral. Différentes façons aussi pour y accéder. On peut faire du inlay. Donc, du inlay, c'est-à-dire qu'on va disséquer l'urètre, on va inciser la face ventrale de l'urètre, puis la face dorsale de l'urètre et positionner le patch. Ou alors, on peut le faire en onlay, c'est-à-dire qu'on n'incise qu'une seule fois l'urètre. Et dans certaines situations, on peut faire des techniques mixtes. On va faire le positionnement du patch ici en dorsal inlay, parce qu'on a opéré à travers l'urètre, et en remettre un autre au niveau ventral. Donc, c'est le dorsal inlay et ventral onlay. Voilà, ça, c'est des études un peu de savoir qu'est-ce que les centres de référence utilisent principalement comme technique à l'heure actuelle pour faire les réparations de l'urètre antérieur. Donc, la principale technique, donc, c'est l'urétroplastie d'augmentation en greffe de muqueuse buccale qui est positionnée en dorsal onlay, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a les techniques d'excision anastomose, bien évidemment, qui arrivent en deuxième position. Et puis, il y a les techniques mixtes d'excision anastomose avec greffe qui sont utilisées. Donc là, c'est une autre illustration du dorsal onlay. Donc, on a ce patient-là qui a une sténose au niveau de l'urètre bulbaire avec une lumière urétrale toujours utilisable. Donc, on fait la dissection de l'urètre avec l'intermédiaire d'une sonde ou éventuellement on peut le faire aussi sous contrôle d'une fibroscopie. On repère la zone sténosée, on va inciser et puis on va mettre le patch ici de muqueuse buccale qu'on aura prélevé lors de la même intervention dans la bouche et puis suturer l'urètre pour faire sa réparation. Ça peut être fait au niveau bulbaire, ça peut être fait aussi au niveau de l'urètre pénien ou du méa. Ici, on a la muqueuse buccale qui a été prélevée, qui a été fixée sur les corps caverneux. Et puis ici, on a l'urètre qui était pathologique, là qu'on voit un petit peu avec l'aspect blanchâtre qui est ici. Et donc, ça va permettre de faire un bon élargissement de l'urètre à cet endroit-là. Et puis, il y a les techniques mixtes où on associe les deux techniques, donc les excisions avec les augmentations, comme illustré ici. Ici, on a la zone de sténose. On va faire une excision de la zone de sténose et finalement, en amont et en aval, on a toujours une partie qui est un peu rétrécie et on augmente avec en plus une muqueuse buccale, comme sur la photo ici. Au niveau de l'installation opératoire, ça, c'est mes modalités opératoires, simplement pour vous montrer quelques images chirurgicales. Position de la taille classique. Les bourses, je les accroche avec des agrafes pour bien les tendre. On met un fil guide qui va passer à travers la sténose et puis une sonde de Charrière-20 comme repère. On fait l'incision. J'utilise des loupes pour opérer. Ça, je pense que vraiment en chirurgie reconstructrice, l'utilisation de loupes et de magnification de l'image par loupe, c'est important. On fait des sutures fines et honnêtement, ça optimise la qualité des sutures d'utiliser ces dispositifs-là. Donc, on fait le tour de l'urètre, on s'expose avec l'intermédiaire de l'AC. On incise la zone sténosée de l'urètre. Je mets des points de PDS pour bien voir la lumière urétrale. Et ici, on voit la zone de sténose avec également ici l'aspect de l'urètre d'amont qui n'est pas sténosé, mais qui est en métaplasie. Et à l'heure actuelle, il y a plusieurs publications qui ont montré qu'il fallait traiter les zones de métaplasie qui étaient en amont des sténoses, parce que sinon, c'était un facteur de risque de récidive.
Là, la zone sténosée, on fait une résection, donc on fait une résection que de la muqueuse. Ici, on a conservé le corps spongieux, donc on fait une résection de la muqueuse. Après, on va faire une suture muco-muqueuse. Et puis, on va aller fixer la greffe de muqueuse buccale ici au niveau du corps caverneux. Et puis après, on fera 2 hémisurgés de part et d'autre. Ça, c'est le résultat post-opératoire de cette technique-là, donc à 3 mois hein, post-opératoire. Donc effectivement, moi, je contrôle toutes les urétroplasties avec un fibroscope souple, parce qu'on a dit que le diagnostic, ça se faisait quand l'urètre mesurait moins de 16 French. Donc le fibroscope qu'on a en consultation mesure 17 French. Donc soit on passe le fibroscope et la situation est satisfaisante, soit on n'arrive pas à le passer. À ce moment-là, il faut discuter d'autres traitements. Donc là, on passe largement le fibroscope. Donc en haut, c'est la partie dorsale. On voit la greffe de muqueuse buccale qui a été positionnée. L'endroit est bien large. Donc là, on est face à un succès de la reconstruction urétrale. Il n'y a pas d'image comme ça. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu hein, après urétrotomie ou dilatation, traitement endoscopique. J'ai jamais vu ce type d'image. Après, on utilise toujours des techniques un peu plus traditionnelles qui vont être les techniques en 2 temps. Donc, c'est des techniques qui étaient popularisées notamment par Beck Johansson dans les années 60, où on mettait à plat, on laissait cicatriser et puis après, on refaisait un tube. Donc, à l'heure actuelle, on ne s'est pas trop éloigné de cette technique. C'était la technique également de BRCA en chirurgie d'hypospade. Sauf que maintenant, on fait une exérèse, on va dire, de toute la zone sténosée. Donc, on fait une exérèse de l'urètre sténosée et puis on applique ici la muqueuse buccale. On attend que la muqueuse prenne bien, donc qu'elle soit bien vascularisée, qu'elle ait développé une néovascularisation. Et puis 6 mois plus tard, on fait une tubulisation de la greffe de muqueuse buccale qui a bien pris. On ne fait pas de tube quand on utilise des greffes. Hein. On a bien compris qu'il fallait qu'il y ait un tissu qui nourrisse la greffe. Et donc, on ne fait plus de tube complet quand on utilise une greffe. Parce qu'on sait que la zone qui va vasculariser le mieux la greffe, ça va être les corps caverneux et toute la partie qui ne va pas être en contact en fait avec ce tissu nourricier va nécroser. Et donc, quand on utilise des greffes en reconstruction, on ne fait plus de tubes entiers. Et puis la dernière option, en cas d'échec multiple, on peut toujours penser à réaliser une urétrostomie périnéale, une chirurgie relativement simple qui rend de grands services aux patients, notamment quand ils ont des histoires complexes de sténose de l'urètre pendant des années. Donc on fait bien évidemment la stomie au-dessus de la zone qui est rétrécie. Sur l'urètre antérieur, les patients sont continents, sont quasiment tous continents quand on fait une urétrostomie périnéale. Cette option, simplement, elle n'est pas possible hein, pour les problèmes de l'urètre postérieur. Les défis, c'était l'autre partie de la présentation. Très clairement, sur l'urètre antérieur, les choses sont bien standardisées. Même en cas d'échec d'une première urétroplastie, l'équipe allemande du professeur Fitz a bien montré qu'il fallait en refaire une autre parce qu'on avait des taux de succès qui restaient élevés après une deuxième urétroplastie. Le défi pour moi à l'heure actuelle, en tout cas, c'est les sténoses post-hypospade. Et je travaille notamment avec l'hôpital Necker et l'hôpital Trousseau pour la prise en charge de ces patients-là. Il y a un certain nombre de patients qui, après les chirurgies réparatrices d'hypospade, vont développer des complications et des complications qui vont nécessiter de multiples interventions. Euh, Quand on a un patient adulte avec un hypospade qui présente une sténose, très souvent, en fait, il présente plusieurs problèmes. Il y a d'une part la sténose, mais il peut y avoir également des zones de fistule et il y a un défect cutané. Il peut également y avoir une courbure de verge. Donc là, les algorithmes décisionnels sont beaucoup plus compliqués. À l'heure actuelle, il n'y en a aucun qui est publié correctement parce qu'il y a 3 à 4 paramètres à prendre en compte pour faire une réparation optimale de la situation. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, le défi actuel. Donc, sur le post-hypospade, il va falloir gérer la qualité du tissu de recouvrement. Là, on voit qu'elle est extrêmement altérée. Cette peau du fourreau pénien, elle ne va pas être utilisable. Donc, il va falloir penser à faire, une fois qu'on aura fait l'urétroplastie, à couvrir correctement. Les autres paramètres à évaluer, ça va être au niveau de l'urètre, c'est la largeur du néo-urètre, l'aspect du gland, la taille du gland, la présence de poils également dans l'urétroplastie initiale qui avait été réalisée et puis aussi les caractéristiques du pénis, longueur du pénis, degré de la courbure. Les urétroplasties, on peut faire soit des 2 temps, soit des élargissements en fonction de la situation. Et il y a la courbure à gérer. La courbure, ça se gère de 2 façons. Soit on fait classiquement un S-bit, donc ça ne va pas impacter les chirurgies urétrales parce que ça va être réalisé du côté opposé à la chirurgie urétrale. L'inconvénient, c'est que
Ça raccourcit la taille de la verge et on sait qu'un certain nombre de patients hypospades sont finalement considérés à l'heure actuelle dans le spectre des intersexes parce qu'ils ont en plus une verge de petite taille et donc cette chirurgie ne va pas être optimum. Sinon, on fait des corporoplasties, donc des incisions au niveau de la face ventrale. On va mettre une greffe pour redresser le pénis. L'inconvénient de cette technique-là, c'est que le temps de la réalisation, on est obligé d'avoir retiré tout l'urètre et donc ça va rajouter une étape chirurgicale. Donc là, c'est plus un 2 temps, c'est au moins un 3 temps s'il n'y a pas de complications, donc souvent un peu plus que 3 temps, 3-4 temps. Et puis la couverture cutanée, comme je vous ai montré dans les photos préalables, l'hypospade, on sait que c'est un déficit de toute la face ventrale du pénis. Donc il va falloir trouver de la peau pour finir de fermer le fourreau pénien après la reconstruction urétrale. À l'heure actuelle, ce qui est assez populaire, c'est d'utiliser un lambeau scrotal qu'on va monter à la face ventrale du pénis. C'est ce qu'on utilise le plus à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est une autre illustration. Donc ça, c'est un patient avec qui avait une verge de petite taille, qui en a fait une incision patch. Après 6 mois plus tard, donc pour corriger la courbure, 6 mois plus tard, on lui a fait une greffe de muqueuse buccale. Et puis l'étape d'après, parce que je ne l'ai pas encore opéré, ça va être de tubuliser cette greffe de muqueuse buccale et puis d'utiliser un lambeau scrotal pour couvrir la face ventrale du pénis. Donc c'est ce qui s'est passé chez ce patient-là. Ici, on a le lambeau scrotal à la fin de la reconstruction qui a été monté pour couvrir toute la face ventrale du pénis. Voilà pour les sténoses de l'urètre antérieur. On va passer aux sténoses de l'urètre postérieur maintenant. Donc la problématique est un petit peu différente parce que comme je vous ai dit, il y a continence à bien évaluer. Au niveau de la technicité aussi, c'est plus technique l'accès à l'urètre postérieur, même si la chirurgie robotique facilite un petit peu les dissections, mais c'est vraiment plus difficile, la gestion des sténoses de l'urètre postérieur. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux causes. Il y a les causes liées aux fractures du bassin et puis il y a les causes liées à la prostate. Donc, en ce qui concerne les fractures du bassin, donc, heureusement, avec la diminution des AVP, on est de moins en moins exposé à ce type de situation. Donc, c'est des gros traumatismes, c'est des AVP avec une fracture du bassin. Et finalement, le terme de sténose, il n'est pas tellement adapté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en anglais, ils n'appellent pas ça des sténoses. C'est plutôt vraiment une disjonction urétrale qui a lieu au niveau de l'urètre membraneux avec une perte de continuité. Initialement, on proposait toujours les traitements endoscopiques avec notamment des réalignements. Est-ce qu'on fait un réalignement de l'urètre parce que comme ça, l'urètre va cicatriser? Alors, c'est toujours en débat. Il y a quand même eu une étude contrôlée randomisée qui est sortie cette année et qui a dit que si on essayait de faire un réalignement, donc c'est-à-dire qu'on passe par en haut et par en bas et on essaye de voir la lumière, faut qu'il soit court, donc inférieur à 30 minutes et ou une heure de chirurgie, parce que sinon, il y a des gens qui ont insisté sur les réalignements. Il y a eu des situations catastrophiques comme celle-ci. On voit que finalement, ils se sont vus, les deux fibroscopes se sont vus, mais ils n'étaient finalement pas dans l'urètre ou pas au niveau du col. Et donc, il y a des faux trajets qui sont réalisés. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces traumatismes-là, la phase initiale, c'est stabilisation du patient, gestion des problématiques orthopédiques. Une fois qu'ils sont stabilisés, on peut éventuellement envisager un réalignement. Sinon, on attend 3 mois, c'est la durée moyenne qui est consacrée, notamment parce qu'il faut les positionner en position de lithotomie. Mais on attend 3 mois avant de leur faire une reconstruction urétrale. La reconstruction sur l'urètre postérieur, c'est principalement de la résection anastomose. Donc, comme on vous a montré tout à l'heure sur l'urètre bulbaire spongieux, là, on fait principalement de la résection anastomose. Néanmoins, il y a des artifices techniques parce qu'il va falloir essayer de raccourcir au maximum. Il va falloir essayer de raccourcir au maximum le virage de l'urètre bulbo-membraneux pour faire monter l'urètre. Et donc, il y a différents artifices. Le premier artifice, c'est d'avoir bien libéré tout l'urètre bulbaire jusqu'au début de l'urètre pénien. Le deuxième artifice, c'est d'avoir fait une séparation des corps caverneux pour pouvoir passer entre les corps caverneux. Et le troisième artifice, c'est fait une résection de la partie inférieure de la symphyse. Ça, c'est maintenant, on les répare principalement par voie périnéale. Il y avait des voies abdominopérinéales qui étaient réalisées avec symphysectomie totale, mais qui sont plus morbides. Donc maintenant, on fait qu'une résection de la partie inférieure de la symphyse. On a des taux de succès élevés aussi pour ce type de réparation, entre 80 et 80, enfin, 97%, ça c'est la littérature. Voilà, le risque d'incontinence urinaire, il est assez faible. Finalement, si on a un des deux systèmes sphinctériens qui marche, soit le col, soit l'urètre membraneux, le risque d'incontinence après urétroplastie est assez faible.
Les taux de dysfonction érectile sont liés principalement aussi au traumatisme, mais pas que à la chirurgie. Ils sont rapportés aux alentours de 34%. Et maintenant, ça, c'est le dernier, vraiment le gros sujet, à mon avis, en tout cas dans les avancées et puis les défis, c'est la reconstruction de l'urètre postérieur sur traitements chirurgicaux de la prostate. Alors, quand c'est simplement des traitements d'HBP où on a encore la capsule prostatique, les choses sont assez claires. On peut faire des plasties du col, plasties VY, plasties en T, qui marchent relativement bien et qui ne sont pas d'une technicité très importante. On les fait maintenant principalement par voie robotique, ce qui permet d'avoir un bon accès à la zone opérée. On fait une libération finalement qui est proche de celle d'une prostatectomie radicale. Et puis après, on fait une plastie, donc en Y, c'est la technique la plus populaire, de la zone du col qui était rétrécie. Et puis on avance le V ici pour retrouver un urètre bien large. Cette technique, elle fonctionne bien. Et puis comme je vous ai dit, on touche que au col, pas à l'urètre membraneux. Et donc, on a un taux d'efficacité qui est élevé et puis un risque d'incontinence urinaire qui est faible, qui est aux alentours de 13%. Donc ça, c'est une technique assez populaire de technicité, on va dire, modérée pour des chirurgiens robotiseurs expérimentés. Et puis, le gros défi, c'est vraiment maintenant les sténoses de l'urètre postérieure post-traitement du cancer de la prostate. Donc, bien évidemment, post-prostatectomie radicale avec des sténoses de l'anastomose. Et puis, en plus, pour améliorer, entre guillemets, l'espérance de vie des patients, on a tendance à faire des irradiations aussi de l'anastomose en cas d'augmentation ou de récidive du PSA. Et après, ça nous laisse parfois dans des situations difficiles d'urètre dévasté. Néanmoins, la solution n'est pas d'emblée la cystostomie ou la cystectomie. On peut envisager des réparations urétrales chez ces patients et refaire des anastomoses de ces sténoses anastomotiques. À l'heure actuelle, nous, dans mon expérience, on les fait par double abord maintenant, donc par abord robotique et périnéal. On reprend les principes finalement de la résection anastomose qu'on réalise pour l'urètre postérieur. Par voie robotique, on va pouvoir bien décoller tout le radius et avoir un bel accès au niveau du col vésical résiduel sain. Et puis suturer l'urètre. Donc la suture de l'urètre, on l'a fait par voie robotique aussi, où on a une meilleure dextérité et c'est plus simple de suturer derrière la symphyse. Donc, en pratique, ces patients-là qui arrivent en consultation avec ces situations-là, donc patient qui a eu une prostatectomie radicale, qui a ensuite eu une radiothérapie, qui a une sténose complète, qui est venu en consultation, il était à la fois sténosé et incontinent. Et donc, ça, c'est les patients qu'on essaye de récupérer par reconstruction urétrale. Donc, par voie périnéale, on incise, on fait une libération extensive de tout l'urètre bulbaire. Par voie robotique, on libère le radius, on va retirer la zone ici nécrosée. Souvent, on associe une symphysectomie inférieure pour raccourcir la distance et faire la suture après par voie robotique. Ça marche bien, et ça, c'est pour vous le prouver. Ça, c'est une fibroscopie réalisée chez le patient dont les images sont présentées à droite. Donc, on voit l'urètre qui est bien réparé, il n'y a pas de problème, sauf que tout urologue va vous dire qu'il y a quelque chose de bizarre à cette fibroscopie, c'est qu'il n'y a aucune empreinte de sphincter. Donc, le patient a un tuyau qui est perméable, mais qui n'est pas continent. Donc, on n'a pas réglé l'ensemble du problème. Et le problème qui suit, ça va être la gestion de l'incontinence. Et donc, la gestion de l'incontinence, bien évidemment, la seule option, c'est la mise en place d'un sphincter urinaire artificiel. Sphincter urinaire artificiel qui est technique quand même de pose parce qu'on a l'urètre bulbaire qui a changé d'anatomie. Et ici, on voit très bien qu'il n'a plus du tout l'angulation qu'il a sur une UCRM normale. Et donc, on va mettre ces sphincters urinaires en position transcaverneuse chez ces patients-là. Voilà, ça, c'est les travaux entre guillemets actuels qu'on a. Nous, on a fait une trentaine de patients là-dessus, mais tous n'ont pas encore eu la pose de sphincter. Et puis, on attend un peu aussi pour voir la durée de vie de ces sphincters. Voilà pour la présentation. Donc, vraiment, le message, c'est que les sténoses de l'urètre se traitent par reconstruction urétrale à l'heure actuelle. On a mis du temps à savoir quelle technique fallait faire. C'est pour ça que les messages ont été pas toujours bien reçus. Mais à l'heure actuelle, là, il y a un consensus. On sait quelle technique, on connaît mieux les indications. On a mieux compris comment utiliser les tissus en reconstruction. Et donc, c'est vraiment le message le plus important.
Et bien sûr, il va falloir former les plus jeunes qui sont aussi demandeurs de formation. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, notamment par l'AFU. Il y a des réunions charrues qui sont la discussion de dossiers complexes sur les sténoses de l'urètre au niveau national. Il y a l'AFU qui nous a confié également le rapport du congrès pour cette année pour bien spécifier tous les traitements possibles. Et puis, au niveau pratique, on organise donc sur l'hôpital Foch le DU de chirurgie de la verge et les masterclass de chirurgie de l'urètre. On a également développé sur l'hôpital Foch la DRCP de chirurgie de l'urètre pour discuter des cas locaux dans notre service. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole au professeur Colombi. Merci beaucoup pour cette excellente présentation qui permet de prendre en charge la totalité des sténoses de l'urètre qu'on est amené à voir. Il est vrai que j'ai connu les urétroplasties en peau et qui ont ensuite complètement disparu. Et les urétrotomies, les traitements endoscopiques ont pris la main parce que c'est facile, etc. Et maintenant, il y a un travail, et merci de participer à ce travail, de mise en place de ces nouvelles urétroplasties avec l'utilisation de la muqueuse buccale et de la prise en charge des sténoses au bon moment et la bonne indication, et pas se retrouver comme actuellement on voit des patients qui ont un urètre fibrosé, détruit. Tout est dans la formation et l'information. Et je pense que cette très belle présentation de l'Académie de chirurgie va servir à ça. Alors, un petit mot sur l'Association française d'urologie. Chaque année, son congrès, le Congrès français d'urologie, il y a un rapport sur un thème choisi par le conseil d'administration. Et donc, pour le congrès à venir en novembre, le thème était le sténose urétral, dont François-Xavier est l'un des co-auteurs. Et il a essayé de nous donner tous les messages importants du traitement de ces sténoses urétrales. Et je suis très content de modérer cette session de l'AFU en tant qu'ancien président de l'Association française d'urologie. Merci beaucoup. Je tiens également à souligner mes co-rapporteurs, parce que je ne suis pas tout seul, bien évidemment, à faire ce rapport à l'affût. On a l'équipe de Lyon avec le docteur Morel Journel, l'équipe de Lille avec le docteur Marcelli, et puis l'équipe de Marseille avec le professeur Kersanti pour animer cette heure du rapport du congrès de l'affût. Professeur Bocon-Gibou, commentaire? Notre maître. Oui, ben, c'est pour ça. C'est-à-dire que il y a trop de patients qui sont traînés de dilatation en urétrotomie en dilatation en urétrotomie. Et je suis extrêmement surpris de voir qu'à l'époque où on peut s'entraîner à faire de la chirurgie robotique difficile, qui nécessite un long apprentissage, on ne s'intéresse pas vraiment à l'apprentissage de la chirurgie de l'urètre, qui est une chirurgie tranquille, en position assise, minutieuse, et qui peut donner de très grandes satisfactions, mais aussi des déboires. Le problème, c'est que la chirurgie fonctionnelle est une chirurgie qui ne donne pas que des succès et qu'il faut suivre ses échecs et que c'est quelquefois douloureux de suivre ses échecs. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la chirurgie de l'urètre est une chirurgie dans laquelle il y a énormément de modes et très peu d'essais randomisés qui permettent de choisir entre les différentes techniques. Je crois qu'on n'a jamais montré par des essais vraiment solides que l'agrandissement par muqueuse buccale était supérieur par l'agrandissement à l'aide du prépuce. On n'a jamais montré que l'implantation dorsale était supérieure à l'implantation ventrale, qui est techniquement relativement plus facile, et qu'enfin, on a toujours du mal à s'accorder sur la manière d'apprécier les résultats, qui vont de la débimétrie, dont on sait qu'elle n'est pas fiable, au simple résultat fonctionnel, voire à l'endoscopie, qui reste finalement le méthode. En tous les cas, félicitations. Merci beaucoup. Pour répondre peut-être rapidement, bien sûr, c'est la définition du succès. La définition du succès, la plupart des papiers disent l'absence de
de nouvelles interventions. Donc ça, ce n'est pas une définition satisfaisante. Nous, avec le groupe européen de reconstruction urétrale, on est en train de faire un structure facta. Et donc, on a questionné globalement les grands noms de la chirurgie urétrale à travers le monde. On a une 60aine de personnes pour voir un peu qu'est-ce qu'ils utilisaient comme critères. Très probablement, il faut plusieurs critères, bien évidemment l'amélioration clinique, mais il faut un critère fonctionnel. Donc, fonctionnel, c'est-à-dire la débimétrie, augmentation de 10 millilitres du débit max ou débit supérieur à 15 millilitres. Et aussi un critère anatomique, et c'est très probablement 3 critères qu'il faut pour analyser correctement la littérature. En ce qui concerne les essais contrôlés randomisés, effectivement, ils n'ont pas eu lieu. Les résultats où j'ai dit que la muqueuse buccale était supérieure à la peau, c'est basé sur des méta-analyses. Et puis, pour rajouter un peu d'eau au moulin, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, les chirurgiens pédiatres qui ont une grosse expérience de la reconstruction urétrale chez les hypospades continuent à utiliser en première intention la peau prépuciale pour leur reconstruction urétrale. Donc, il y a des choses encore à améliorer, mais on va y arriver. Docteur Ronald Virag. Oui, je me joins à Laurent pour vous féliciter de cette très belle présentation qui montre bien l'ensemble du problème. Vous avez fait allusion aux troubles de l'érection après traumatisme du bassin. Ils sont fréquents, on le sait. Vous avez dit 37%, moi je pense que c'est même plus. Et je voudrais savoir, j'avais 2 remarques. La première, une question. Quel est le pourcentage des troubles de l'érection dans la chirurgie de l'urètre pénien, enfin de l'urètre antérieur? La deuxième chose, c'est de savoir s'il y a toujours une mode, comme avait proposé Wilson, sur la chirurgie de l'urètre prostatique après cancer de la prostate, de mettre les 2 implants à la fois, celui pour l'incontinence et celui pour la dysfonction érectile. Merci pour ces questions sur la fonction érectile. Donc, sur la fonction érectile au niveau de l'urètre bulbaire, donc, déjà, il faut savoir qu'il y a des possibilités de récupération. Donc, il faut évaluer les résultats 1 an à 1 an et demi après la chirurgie. Initialement, à 6 mois, il y a des papiers qui rapportent 10% de dysfonction érectile. Par contre, avec une récupération et 1 an et demi, on est plus à 2 ou 3% de dysfonction érectile persistante. En fait, le problème sur les chirurgies de l'urètre bulbaire où on a fait une transsection, c'est que je ne pense pas que la dysfonction érectile soit le meilleur paramètre parce qu'on a des patients qui ont une fonction érectile qui est conservée, mais finalement, on a mis en péril la vascularisation du gland et on a des troubles vasomoteurs du gland, sauf qu'on n'a pas de façon de l'évaluer. Les questionnaires IEF ne sont pas du tout adaptés à l'évaluation de troubles vasomoteurs du gland. Donc, je pense qu'il y a un petit peu, voilà, il faudrait affiner un peu les choses pour bien évaluer les conséquences génitosexuelles sur cette chirurgie. Bon, avec les techniques sans transsection, on a des taux qui sont relativement faibles de fonction érectile. Ça dépend aussi bien évidemment du patient. Le patient de 30 ans qui a une sténose de l'urètre, lui, peut en présenter. Par contre, celui de 60 ans qui a des cofacteurs de... après c'est les chirurgiens. Et alors, le deuxième, des sutures qui ont été faites récemment, le passage de l'urètre à l'intérieur des corps caverneux. Donc, mais bon, peut-être que enfin, mon âge avançant quand même, je suis moins frileux sur la chirurgie, mais j'ai encore quelques petites limites. Ça paraît tout à fait sage, ce d'autant que c'est des patients qui répondent souvent très bien à l'injection intracaverneuse pour leur érection. Docteur Va. Félicitations pour cette présentation très complète. J'avais une question concernant le greffon. Vous n'avez pas bien de pourcentage de nécrose du greffon ou même de resténose cicatricielle, par exemple? Alors, effectivement, alors, prise du greffon, on ne peut pas vraiment l'évaluer à part faire des fibroscopies en permanence. Donc, ça, on n'en a pas tellement de données là-dessus. Par contre, je vous ai parlé de 80% de succès. Donc, 80% de succès, c'est 20% d'échecs. Donc 20% d'échecs. L'équipe allemande là, a montré que sur ces 20% d'échecs, quand on refait une urétroplastie, même avec la même technique, on retrouve des taux de succès de 80%. Donc en gros, eux, leur cohorte, c'était 1000 patients.
Donc, ils ont fait 1000 patients, une première urétroplastie, il leur reste 200 patients sur les bras, une deuxième urétroplastie, ils sont encore à 80% de succès, et donc il reste en gros une quarantaine de patients un peu en situation, on va dire, pas marginale, mais plus difficile à gérer. Et voilà, et on peut faire une stomie périnéale aussi, on peut en refaire. Vous, monsieur Boucongibo, c'est combien d'urétroplastie vous avez fait? Faut être obstiné en chirurgie de reconstruction urétrale. Et vous, combien d'urétroplastie vous avez déjà fait chez le même patient? Combien j'ai fait d'urétroplastie? Chez le même patient? Oh, j'ai dû aller 2, 3. Et en fait, le problème, c'est les sténoses de l'urètre bulbaire qui récidivent, ou les sténoses étendues bulbo-péniennes. Et je crois qu'il faut savoir accepter de se replier sur le rétrostomie périnéale, parce qu'il y a un moment où il faut arrêter. Donc voilà, et, je crois que c'est vraiment... C'est vrai que c'est une chose qu'on méconnaît souvent, mais il y a beaucoup de patients qui sont très soulagés par une urétrostomie périnéale définitive, compte tenu du parcours antérieur qui a souvent été douloureux et très décevant. Je crois qu'il y a une chose, heureusement, qui a totalement disparu, ce sont les prothèses endo-urétriques, qui ont eu leur heure de gloire il y a 40 ans et qui ont nécessité de très nombreuses heures de chirurgie pour les extirper et réparer ensuite les sténoses résiduelles. Et heureusement, ceci a totalement disparu. Alors, ça a totalement disparu, bien que parfois il y a des percées, mais effectivement, c'est vraiment, il n'y a aucune place au stent définitif dans ces sténoses-là. Nous, on a encore des patients sur les bras qui ont eu ce type de traitement. Donc, la plupart du temps, déjà, ça n'a pas guéri la sténose. L'autre problème, c'est qu'on a les mailles qui ont migré, en fait, qui ont migré dans le spongieux. Et donc, c'est des situations assez difficiles. Nous, on fait des chirurgies en 2 temps obligatoires chez ces patients-là. Une question en visio du docteur Meurette. Oui, bonjour. Bonjour, bravo pour cette communication. J'ai simplement une question concernant l'utilisation du robot, puisque, comme vous le savez, on est en train de revoir complètement la nomenclature des actes médicaux. Et donc, je ne sais pas si François Richard est là. Et on travaille beaucoup sur les actes avec robot assistance. Et donc, si j'ai bien compris, pour ce qui est de votre propos, dans le cadre du traitement de l'urètre postérieur bulbaire, vous préconisez quasiment systématiquement l'utilisation du robot. Donc, je pense que l'indication est quand même restreinte. Donc, c'est l'urètre postérieur, effectivement, mais donc c'est simplement les sténoses post-traitement prostatique, soit au niveau du col de la vessie, soit au niveau de l'anastomose. Nous, on utilise effectivement le robot pour cette chirurgie-là, parce qu'on trouve que ça nous a simplifié un petit peu la suture. Après, quand même, je pense que c'est une activité un peu de recours, quoi. Monsieur le secrétaire perpétuel, professeur Joannet. Oui, bravo et merci pour votre exposé. Alors moi, j'avais toujours eu la notion que c'était une chirurgie difficile. Et la question que je voulais vous poser, c'est tous les urologues ne font pas d'urétroplastie, ou finalement, ça fait partie des gestes de base, enfin pas de base, mais courants. Non, malheureusement, tous les urologues font des urétrotomies et des dilatations de façon répétée. Chirurgie qui a une mauvaise réputation, certes, mais je ne sais pas très bien d'où elle vient, parce que comme l'a précisé M. Boucongibo, de réalisation, on est assis confortable sur une chaise, on fait des sutures fines, mais bon, ça, on est tous chirurgiens. Taux de complications post-opératoires pas très élevé, risque vital du patient, aucun. Il n'y a aucun risque de toucher un vaisseau comme une veine rénale ou autre. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une chirurgie tranquille. Autre intérêt étonnant, c'est qu'il n'y a aucune concurrence. On sait qu'il y a un peu de concurrence entre confrères. Voilà, sténose de l'urètre, on a beau être à Paris, il n'y a pas de concurrence. Donc ça, c'est un autre point positif. Après, je ne sais pas s'il y a une particularité en France, mais à part certains Mohicans comme M. Bocon-Gibaud ou d'autres centres qui ont continué à faire de l'urétroplastie en grand volume pendant longtemps, en France, ça a un peu disparu dans les années 90, probablement au profit de la chirurgie mini-invasive qui était plus dynamique, où vraiment les chirurgiens français se sont mis en avant sur la scène internationale, mais ce n'est pas du tout le cas des autres pays.
C'est-à-dire que dans les pays qui nous entourent, on peut prendre notamment l'Italie. L'Italie, ils ont continué à faire des gros volumes d'urétroplastie sans cette période d'arrêt. Pareil, l'équipe d'Hambourg, là, que j'ai cité à plusieurs reprises, de FITS, ils sont une dizaine de chirurgiens à faire des urétroplasties dans leur centre. Ils sortent 1000 patients. Voilà. Et pareil, en Angleterre aussi, il y a le professeur Mundy qui a fait une énorme structure de reconstruction urétrale. Et puis à l'heure actuelle, pour illustrer le propos, on a Kulkarni en Inde. Lui, il a carrément fait l'hôpital de la chirurgie urétrale avec 600 urétroplasties par an. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'en France, ça c'est un peu... voilà, ça avait ça a eu mauvaise presse, ça a un peu moins intéressé. Mais voilà, notre heure est venue. Professeur Colombi. Oui, une remarque et une réponse à ta question. Effectivement, comme le disait Laurent Mongo-Gibaud, c'est une chirurgie facile. On est vraiment installé confortablement. Il n'y a aucune difficulté de dissection particulière. On fait de la suture fine, c'est de la chirurgie qui ne saigne pas. Et donc, tout urologue devrait pouvoir faire cette chirurgie. La problématique, c'est que depuis les années 90, peut-être, on ne voit plus de chirurgie d'urétroplastie dans les services formateurs. On n'a plus de formation. Est arrivé l'endoscopie, est arrivé les nouvelles technologies de la chirurgie de calcul, est arrivée la chirurgie cœlioscopique. Donc tout ça a pris la place. Et puis peut-être une autre chose, et le professeur Meuret est là pour m'écouter, c'est que la nomenclature de la chirurgie de réparation de l'urètre, c'est vraiment pas rentable du tout pour un hôpital. C'est pas rentable du tout. C'est un point que je ne partage pas. Non, c'est plutôt assez bien codé à l'heure actuelle, hein, la chirurgie urétrale. Ça s'est amélioré, mais sur les techniques... C'est-à-dire que c'est le code équivalent à une néphrectomie totale. Honnêtement, je préfère faire trois urétroplasties dans ma journée que 3 néphrectomies cœlioscopiques, mais surrénal s'en porte mieux. Merci beaucoup, docteur Madec. On va encore l'applaudir. Non?